J'ai donné mon rein gauche à mon père. 9 semaines plus tard, ma mère a porté un toast à ma sœur, en la désignant comme celle qui l'avait sauvée. Le cristal a tinté contre le rebord, avec un son semblable à celui d'une petite clochette. Je me souviens de ce son précis, clair, brillant, d'une gaieté obscène, qui a tranché le brouhaha de la salle de bal, exactement au pire moment possible. Le moment où ma mère a levé son verre, a incliné le menton, et a laissé ses larmes, qu'elle avait gardées en réserve toute la soirée, couler sur ses joues, en 2 lignes parfaites et longuement répétées. À Nathalie, a-t-elle dit. Sa voix portait, comme le font les voix dans les salles conçues pour les représentations. Ma fille merveilleuse et pleine de compassion. Celle qui a véritablement sauvé la vie de son père. 22 verres se sont levés en l'air. J'étais assise à la table 18, dans le coin de la pièce, coincée entre la porte de la cuisine et un groupe de tout-petits qui n'arrêtaient pas de faire tomber leurs fourchettes. Ma cicatrice datait de 11 semaines, et elle tirait encore quand je respirais trop profondément. J'avais conduit pendant 4 heures. Dans une voiture de location que je n'avais pas vraiment les moyens de me payer. Juste pour être ici. J'avais acheté une robe dans un dépôt-vente à Andersonville vert foncé, sobre. Et je l'avais repassée la veille au soir, sur la planche à repasser de mon studio. Pendant qu'une légère fièvre faisait danser les murs autour de moi. Je m'appelle Olivia Calder-Reid. J'ai 31 ans. J'ai été capitaine dans l'armée pendant 6 ans. Je suis décoré de la Bronze Star. Je n'ai plus qu'un seul rein. Et, ce jeudi soir de novembre, assise dans le coin de la grande salle de bal de Hartwell. Dans la ville où je suis né mais où je ne me suis jamais senti la bienvenue. Entouré par le bruit d'une célébration destinée à quelqu'un qui n'avait absolument rien fait. J'ai posé mes 2 paumes à plat sur la nappe blanche, et j'ai commencé à me lever. C'est à ce moment-là qu'une main a attrapé mon poignet. Laissez-moi revenir en arrière, car ce toast n'était que la partie visible. C'était le sommet d'une chose qui poussait sous terre depuis 19 ans. Et vous devez en comprendre les racines, avant de pouvoir apprécier ce qui s'est passé. Quand tout a fini par éclater au grand jour. Ma mère s'appelle Claire Wyndham Reid, 61 ans. Issue de la 3e génération de la bourgeoisie de Boston du côté de sa mère. Bien que la fortune se soit considérablement amenuisée au moment où elle en a hérité. Elle a épousé mon père, Desmond Aldi Reid, quand elle avait 26 ans. Il en avait 32, et il construisait déjà ce qui allait devenir Reid Medical Logistics. Une entreprise de taille moyenne spécialisée dans l'approvisionnement pharmaceutique. Basée à Chicago. Au moment de ma naissance, ils avaient une maison à Lincoln Park. Une résidence d'été dans le comté de Door, et ce genre particulier d'assurance sociale. Qui vient du fait de n'avoir jamais eu à lutter pour de vrai. Ma sœur, Nathalie, a 3 ans de plus que moi. Nathalie Joséphine Reid Pierce, désormais. Elle a épousé un homme nommé Corbin Pierce à 28 ans. Lors d'une cérémonie qui a coûté plus cher que les voitures de la plupart des gens. Elle a des pommettes qui rendent magnifiquement bien en photo, environ 40. 000 abonnés sur Instagram. Et un talent certain pour être présente dans la pièce quand on distribue les mérites. Un talent que j'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte à admirer en silence. On me dit que je ressemble à ma tante Juliette. Juliette Wyndham est morte à 29 ans. Dans un accident de voiture sur l'autoroute du Massachusetts. Elle était, d'après tous les témoignages que j'ai pu entendre, lumineuse, drôle, et charismatique. D'une manière qui donnait aux gens le sentiment d'être vus, plutôt qu'éclipsés. Elle et Claire étaient proches, soi-disant, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. La rupture a eu lieu avant ma naissance. Personne ne m'a jamais donné de version claire de l'histoire. Mais le mot que j'entendais le plus souvent, dans les conversations chuchotées que je n'étais pas censé surprendre, c'était « jalousie ». J'ai la mâchoire de Juliette, ses yeux gris verts. Et la même façon d'incliner la tête quand je réfléchis. Je l'ai découvert à 12 ans, lorsqu'une tante en visite de Concorde s'est figée. Au beau milieu de notre cuisine, et a dit doucement « Oh !» Claire. Elle ressemble exactement à Jules. Ma mère n'a plus dit un mot pour le reste de la journée. 6 semaines plus tard,
j'étais dans un bus en direction de la Trentham Academy pour filles. Dans la campagne du Vermont, avec une seule valise, et sans autre explication que « Ce sera bien pour ton éducation. » Nathalie est restée à la maison. Nathalie était toujours à la maison. J'ai appelé depuis la cabine téléphonique du couloir du dortoir, lors de ma première nuit. Ma mère a décroché, a dit que je devais me concentrer sur mon installation. Et a passé le téléphone à mon père, qui m'a dit qu'il était fier de moi. Et que le temps passerait vite. Ce n'a pas été le cas, mais j'ai appris à avancer quand même. Je me suis fait des amis. J'ai fait de l'athlétisme. J'ai obtenu une moyenne de 4,1. J'ai appris que, quand les gens ne vous offrent pas un endroit d'où atterrir, vous pouvez vous forger votre propre carapace, et atterrir durement. À 18 ans, je me suis engagé. Le recruteur de l'armée est venu au salon de l'emploi de l'université communautaire. Près de mon appartement. J'avais loué une chambre chez une enseignante à la retraite, prénommée Margot, à Burlington. En attendant de savoir ce que j'allais faire ensuite. Et, dans cette conversation avec le recruteur, j'ai eu l'impression que quelqu'un parlait enfin une langue que je connaissais déjà. La structure, l'objectif, la responsabilité. Personne ne vous évaluait sur votre physique. Personne ne m'a conduite au bureau de recrutement. J'ai pris le bus. Mon père s'est effondré le soir du 20 juillet, lors du gala d'été de Reed Medical Logistique. Il portait un toast. L'ironie est à noter quand ses jambes ont lâché. Les images de sécurité l'ont montré plus tard, tentant de s'accrocher au pupitre en tombant. Il avait 63 ans. Et gérait discrètement les premiers stades d'une polykystose rénale depuis 4 ans. Sans en parler à personne, en dehors de ma mère et de son médecin personnel, le docteur Raphaël Okonkwo. Au moment où l'ambulance est arrivée au Northwestern Memorial, ses 2 reins étaient en train de lâcher. Stade 4. La néphrologue de garde, le docteur Priya Subramaniam, a été très clair avec la famille. Sans une greffe, il serait sous dialyse d'ici 8 semaines. Avec une espérance de vie de peut-être 2 à 3 ans au-delà. Il avait besoin d'un donneur vivant. Et il en avait besoin vite. Je l'ai appris par un cousin, qui m'a envoyé un texto, « Ton père est à l'hôpital ». Pas de majuscule, quelques mots. J'étais en poste à Fort Bragg à l'époque. J'avais quitté le service actif 2 ans plus tôt. Mais je travaillais comme contractuel pour un cabinet de conseil en logistique. En sous-traitance avec le ministère de la Défense. Cela signifiait que j'avais toujours des contacts. Que j'évoluais toujours dans les cercles militaires, et que je gardais les habitudes de discipline. Que 6 ans de service avaient gravé dans mes os. J'ai posé un congé personnel d'urgence ce soir-là. J'ai conduit jusqu'à Raleigh-Durham en 3 heures. Et j'ai pris un vol à 6 heures du matin pour O'Hare. Il y avait un blizzard qui arrivait du lac, un vrai. Le genre de tempête qui fait ressembler Chicago à une boule à neige secouée par un dieu en colère. Au moment où j'ai atterri, mon téléphone indiquait 15 cm au sol, et il neigeait encore. J'ai loué une voiture au comptoir Hertz. Une Chevy Equinox grise qui sentait légèrement le fast-food de quelqu'un d'autre. Et j'ai conduit jusqu'à l'hôpital, avec mes feux de détresse allumés tout le trajet. J'ai trouvé la famille dans le salon d'attente VIP au 4e étage, car, bien sûr, le Northwestern avait un salon VIP, et bien sûr, ma famille y avait accès. Claire portait un pull en cachemire crème, un collier de perles. Et une expression que je reconnaissais depuis mon enfance, celle qui signifiait qu'elle jouait le calme pour un public. Nathalie était assise à côté d'elle, dans une posture identique. Faisant défiler l'écran de son téléphone. Quand j'ai poussé la porte. Mouillé jusqu'aux genoux à cause de la neige fondue que j'avais traversée dans le parking. Ma mère a levé les yeux. Son expression a changé. Quelque chose s'est tendu autour de ses yeux. Olivia, ce n'était pas une salutation, mais plutôt un constat. Où est-il, ai-je demandé. Il est en train d'être examiné. Tu n'étais pas sur la liste des invités pour le gala. Comment as-tu pu? C'est mon père. Je me suis dirigé vers le couloir qui menait aux soins intensifs. Je veux le voir.
Ma mère s'est mise en travers de mon chemin. Elle s'est déplacée physiquement, pour bloquer l'embrasure de la porte. 61 ans, 1,60 m, et elle s'est plantée devant moi. Avec la conviction absolue d'une femme. Qui n'a jamais douté une seule fois de son droit d'occuper l'espace. Les médecins sont avec lui, a-t-elle dit. Il n'y a rien que tu puisses faire. Je l'ai regardé pendant un long moment, puis je l'ai contourné. J'ai passé les tests le 23 juillet. La coordinatrice des greffes était une femme nommée Delia Ferry. 14 ans dans la coordination des greffes d'organes au Northwestern. Ce qu'elle a mentionné non par fierté. Mais de la même manière que les médecins évoquent leur diplôme. Quand ils veulent vous faire comprendre qu'ils en ont assez vu pour prendre les choses au sérieux. Elle m'a fait passer le dépistage de compatibilité, avec une efficacité expéditive, groupe sanguin. Typage tissulaire, épreuve de compatibilité croisée. Elle m'a dit que les résultats prendraient de 3 à 5 jours. Et qu'il ne fallait pas trop espérer, car une telle compatibilité pour un donneur vivant était statistiquement rare. Elle m'a appelé à 7h42, le 26 juillet. Capitaine Reed, a-t-elle dit. Elle m'appelait toujours capitaine, même si je l'avais corrigé à 2 reprises. Votre taux de compatibilité est de 98%. Je fais ce métier depuis 14 ans. Je n'ai vu un 98. Que 2 fois. Je me suis assise sur le bord du lit, dans ma chambre d'enfant. Claire m'avait autorisé à contre-cœur à rester à la maison pendant les tests. Bien qu'elle m'ait donné la chambre d'amis au sous-sol, plutôt que mon ancienne chambre. Qui avait apparemment été transformée en bureau. Et j'ai tenu le téléphone contre mon oreille, j'ai regardé la tache d'humidité sur le plafond bas. Et j'ai réfléchi à ce que cela signifiait d'être compatible à 98%. Avec quelqu'un qui ne vous avait jamais vraiment laissé entrer dans sa vie. Je vais le faire, ai-je répondu. Nathalie, pour ce que ça vaut, avait été testée le même jour. Elle m'a appelé 4 heures après l'appel de Delia. Pour me dire qu'elle était peut-être enceinte, que Corbin et elle essayaient d'avoir un enfant. Et qu'elle ne pouvait tout simplement pas risquer l'opération. Son obstétricien le lui avait déconseillé. Elle s'était même renseignée sur la préservation des ovules, au cas où, a-t-elle précisé. Car elle prenait vraiment cette situation très au sérieux. Elle n'était pas enceinte. Je le sais car, 3 mois plus tard, elle a publié une photo de Pilates sur Instagram. Avec une légende sur ses objectifs physiques, mais je ne le savais pas encore. J'ai signé les formulaires de consentement à 2h07 du matin, le 28 juillet. Assise seule à la table de la cuisine, dans la chambre d'amis du sous-sol. J'utilisais un stylo emprunté à l'infirmière de nuit, parce que j'avais laissé le mien à l'étage. Les formulaires faisaient 12 pages. Je les ai toutes lues. L'opération a été programmée pour le 4 août. Le 3 août, vers 16h, ma mère est entrée dans le bureau du docteur Marcus Bellwether. Il était le président du comité d'éthique des greffes du Northwestern. Certifié en néphrologie et en éthique biomédicale, avec 31 ans d'expérience. Elle lui a déclaré que je souffrais d'un grave trouble de stress post-traumatique non traité suite à mon service militaire. Que j'étais psychologiquement instable. Et que le consentement que j'avais donné n'était pas un choix véritablement éclairé. Je le sais, parce que le docteur Bellwether a documenté cette conversation. Il en avait l'obligation. Les enquêtes du comité d'éthique de cette nature génèrent une transcription officielle, horodatée. Et versée au dossier de l'hôpital. Je n'ai vu cette transcription qu'en décembre, mais j'y viendrai. Le docteur Bellwether a expliqué à ma mère que l'équipe de greffe avait fait passer l'évaluation psychologique standard. Et n'avait trouvé aucune contre-indication. Il lui a précisé que, si elle disposait de preuves cliniques spécifiques d'une instabilité psychologique, elle était invitée à les présenter formellement au comité. Ma mère a répondu, selon la transcription, alors annuler simplement l'opération. Le docteur Bellwether a expliqué qu'une annulation à ce stade, sans donneur de remplacement, accélérerait l'insuffisance rénale de mon père. Pour mener à une issue fatale quasi certaine d'ici quelques semaines. Ma mère a fait une pause, puis elle a dit. Alors c'est son destin. Je ne veux pas que cette fille revienne dans cette maison en héroïne.
Elle l'aurait laissé mourir. Je veux que vous preniez le temps de réaliser cela. Non pas pour me faire du mal. Ni pour protéger qui que ce soit, simplement pour que je ne gagne pas. L'opération a eu lieu le 4 août. Je suis resté en convalescence pendant 6 jours au Northwestern. Puis, j'ai eu ma permission de sortie. J'ai conduit moi-même jusqu'à mon studio à Rogers Park. Parce que Nathalie avait proposé de venir me chercher, avant de m'envoyer un texto. À 8 heures le matin de ma sortie, pour me dire qu'elle avait un imprévu avec un événement caritatif. Mon père était encore aux soins intensifs. L'opération s'était bien passée. Le docteur Okonkwo a décrit l'intégration du rein comme un cas d'école. Et ma mère était à ses côtés tous les jours. Un fait que je connaissais car Nathalie m'envoyait des nouvelles. Avec le registre émotionnel de quelqu'un qui présente la météo. Papa va mieux, maman reste positive. Les médecins sont contents des chiffres. Retour à la maison peut-être vendredi. Papa a parlé de toi. Il est reconnaissant. Je suis resté allongé sur mon canapé pendant 3 jours, avec une fièvre de 101,4 Fahrenheit. Je pressais un oreiller contre mon côté gauche. Car cette position créait une légère contre-pression sur l'incision. Et cela aidait un peu à calmer le feu qui y brûlait nuit et jour. J'étais sous antibiotiques. Ils avaient détecté une infection post-opératoire lors de la visite de contrôle. Une infection légère que mon médecin généraliste, le docteur Constance Markley, a traité avec une cure d'Augmentin de 14 jours. Elle a également manifesté une véritable inquiétude. En constatant que je n'avais personne pour veiller sur moi. Elle m'a fait promettre de l'appeler, si la fièvre dépassait les 102. Avez-vous de la famille à Chicago, a-t-elle demandé. Je lui ai répondu que oui. Est-ce qu'il? Je vais m'en sortir, lui ai-je dit. Mes factures médicales sont arrivées dans le courant des mois de septembre et d'octobre. Les opérations pour les donneurs vivants sont couvertes différemment. Selon l'architecture des assurances. Dans ce cas, l'assurance de mon père était censée couvrir les frais du donneur. Son courtier en assurance, un certain Todd Fisher du Meridian Group, avait même garanti à l'hôpital que ce serait le cas. Mais, ce qui s'est réellement passé, c'est qu'une erreur administrative lors du transfert de la police gérée par ma mère, puisqu'elle s'occupait de toute la paperasse du foyer, a entraîné l'envoi de ma demande de remboursement vers un numéro de police inactif. Le temps que quelqu'un s'en rende compte, le délai pour soumettre certains documents était techniquement dépassé. Je me suis retrouvé avec 11,4 cents de facture médicale. Mon compte en banque était à découvert de 340 $. Je gagnais 64,000 $ par an grâce à mon travail de contractuel, j'avais 800 $ d'économie avant l'opération, et j'avais dépensé environ 200 $ en frais de voyage, d'hébergement, et en jours de travail perdus, pendant la période de test et de convalescence. Mon rein était dans le corps de mon père, et fonctionnait à 92% de sa capacité. Pendant ce temps, en octobre, l'initiative Nathalie Reed pour la santé rénale a été lancée. Je l'ai appris comme j'apprenais la plupart des choses concernant ma famille, par accident. Via les réseaux sociaux de quelqu'un d'autre. Une femme avec qui j'avais servi à Bragg, la sergente de première classe Donielle Tro, m'a envoyé une capture d'écran, avec un message qui disait simplement « C'est ta sœur ?» C'était un reportage de magazine, tout en couleur, qui s'étalait sur 3 pages dans le Chicago Society Quarterly. Nathalie apparaissait dans un blazer blanc, lors d'un gala de charité, tenant un chèque de cérémonie géant de 83,000 $, à l'ordre du centre de greffe du Northwestern. Le gros titre disait « Un héritage d'amour ». Comment une femme a transformé la tragédie de sa famille en une cause. 3 paragraphes parlaient de sacrifice. Du courage nécessaire pour mobiliser une communauté autour d'un besoin médical. Et du lien personnel et profond de Nathalie avec la cause. Mon nom n'apparaissait nulle part. Ni dans l'article, ni dans les légendes des photos, ni dans les citations mises en évidence. Ni dans la section de remerciements des donateurs, tout en bas. Une liste de contributeurs qui incluait, d'ailleurs, un don équivalent de 41 500 $.
Offert par Reed Medical Logistics. Un don équivalent qui, selon les règles du fisc américain, que leur comptable d'entreprise avait clairement lu avec attention, générerait une déduction fiscale d'exactement 41 500 $. Mon rein était devenu leur refuge fiscal. Je me suis assise sur le sol de ma cuisine. Je bougeais encore avec précaution à ce moment-là, ressentant toujours le tiraillement de l'incision en voie de guérison, lorsque je m'asseyais sur des surfaces dures. Et j'ai lu l'article 4 fois. Ensuite, j'ai posé mon téléphone face vers le bas. J'ai regardé les dégâts des eaux sur le mur au-dessus du radiateur, et j'ai réfléchi à mes options. Je pouvais appeler, j'avais déjà essayé. Je pouvais m'y présenter en personne, j'avais déjà essayé. Je pouvais écrire une lettre, je pouvais parler à un journaliste, ou publier quelque chose en ligne. Mais, je n'avais aucune documentation, en dehors de ma propre mémoire et de mon dossier médical, qui était privé. Je n'avais aucune preuve de ce qui avait été fait. J'étais une femme avec une cicatrice fraîche, un compte à découvert. Et ce genre particulier d'épuisement, qui vient du fait de mener la même bataille depuis si longtemps, que vos os ont commencé à emporter le poids. Je ne connaissais pas encore l'existence de la transcription du comité d'éthique. Je ne savais pas encore ce que mon père préparait depuis le mois de septembre. J'ai rempli mon verre d'eau. J'ai pris mon antibiotique du soir. Je suis allé me coucher. Le repas de Thanksgiving était de mon idée, d'une certaine manière. Pas le dîner en lui-même, c'était la production annuelle de Claire, toujours organisée au Hartwell Grand. Parce que la maison n'était pas assez grande pour accueillir toute la famille. Ce qui était d'ailleurs plus une question d'esthétique que de mètres carrés. Mais j'ai pris la voiture pour aller à ce dîner. J'y suis allé, parce que mon père m'avait appelé. Pas envoyé de texto. Appelé. Sa voix au téléphone était différente de ce dont je me souvenais, plus calme. D'une manière bien précise. Dépouillé de cette couche de représentation sociale qu'il avait toujours portée. Il a dit qu'il voulait me voir pour Thanksgiving. Il a ajouté, s'il te plaît. J'ai quitté Rogers Park à 14 heures. Je portais une robe en cachemire vert du dépôt-vente d'Andersonville. J'avais la certitude absolue que je serais assise à la pire table de la salle. Et je n'avais aucun plan précis en tête, à part le fait d'être présente. Le plan de salle a confirmé ce à quoi je m'attendais, table 18, dans le coin, adjacente à la cuisine. J'étais placé entre une grand-tante avec des appareils auditifs, qui n'était là que pour la purée de pommes de terre, et un groupe de tout petits, appartenant à des cousins que je reconnaissais à peine. Les tables principales de la famille, de la table 1 à la 4, étaient disposées à l'avant. Là où la lumière était plus belle, et où les serveurs gravitaient avec le plus d'attention. J'ai observé mon père, à la table 1. Il avait l'air maigre. Il bougeait avec précaution. Il y avait quelque chose de différent dans sa façon de se tenir. Quelque chose que je n'avais jamais vu chez lui auparavant. C'était l'immobilité particulière d'un homme qui a contemplé la limite de sa propre vie. Et qui en est revenu changé. Il a croisé mon regard une fois, à travers la salle, vers 19 heures. Son expression était indéchiffrable sous la lumière de la salle de bal. À 19h43, ma mère s'est levée. La salle s'est figée, dans un silence attentif, comme le font toujours les salles, lorsque Claire envoie les signaux qu'elle a l'intention de parler. Elle a levé son verre. Elle a préparé ses larmes. Elle a prononcé ces mots, à l'attention de Nathalie. Ma fille merveilleuse et pleine de compassion. Celle qui a véritablement sauvé la vie de son père. 22 verres se sont levés. J'ai posé mes mains sur la table, et j'ai commencé à me lever. Une main a jailli de sous la nappe, et s'est refermée autour de mon poignet gauche. Mon père était accroupi, sous le long tissu blanc, au bout de la table 18. Accroupi. Un homme de 63 ans, en convalescence après une greffe de rein. Accroupi sur le sol d'une salle de bal, caché du champ de vision de sa femme et de sa fille aînée. Par 12 mètres de personnes, de nappes, et de géométrie architecturale. Son visage, lorsque j'ai baissé les yeux vers lui, était à la fois pâle et brûlant.
Il a pressé une serviette de cocktail pliée dans ma paume, avec ses 2 mains. Comme un homme qui transmet quelque chose de fragile. Comme un homme qui conclut une transaction ayant mis des mois à s'organiser. Puis, il s'est redressé doucement, et est retourné à la table 1. Personne ne l'a vu. Personne ne regardait la table 18. J'ai déplié la serviette sous la table, sur mes genoux. Pendant que le bambin à ma gauche essayait de me tendre une fourchette en plastique qu'il trouvait intéressante. L'écriture était tremblante, rapide, c'était la main de mon père, mais dans l'urgence. Comme des mots écrits par quelqu'un, qui ne sait pas combien de temps il lui reste. Procuration médicale, à toi. Assurance de 2,3 millions de dollars, unique bénéficiaire. 51% des actions avec droit de vote, transférées le 15 septembre. Elles n'en ont aucune idée. Réduit toute la maison en cendres. Je l'ai lu 2 fois. Ensuite, je l'ai plié, et je l'ai glissé dans ma pochette. À côté de mon baume à lèvres et de mon téléphone. À l'autre bout de la pièce, Nathalie a ri à une remarque de Corbin. Claire a touché son épaule. 22 proches ont fait teinter leur verre, qui était toujours levé. Pour célébrer une femme qui n'avait rien fait. J'ai tendu la main vers mon verre d'eau. Ma main était parfaitement stable. J'ai remarqué cela spécifiquement, la stabilité de ma main, l'absence de tremblement. Et je l'ai classé dans un coin de ma tête. Comme une information importante sur mon propre état d'esprit. J'ai terminé mon dîner. J'ai dit au revoir à la grand-tante aux appareils auditifs. J'ai conduit jusqu'à Rogers Park, et je suis resté assise dans ma voiture, dans le parking. Pendant 11 minutes avec le moteur allumé, à réfléchir. Puis, je suis monté, et j'ai allumé mon ordinateur portable. L'avocate s'appelait Meredith Solano-Grave. 44 ans, diplômée en droit de l'Université de Chicago. 17 ans de spécialisation en contentieux d'entreprise et en droit des successions. Je l'avais trouvée 3 mois plus tôt, et j'avais commencé cette recherche discrètement. Poussé par un instinct que je ne comprenais pas encore tout à fait. Comme on se prépare à une tempête, que l'on ressent sans pouvoir la voir. J'avais eu une première conversation préliminaire avec elle, en octobre, juste à titre exploratoire. Sans rien déposer. Elle m'avait dit que, si les documents que je décrivais étaient réels, et légalement signés, je devais revenir avec des preuves. Je lui ai envoyé un texto à 23h47, j'ai les preuves, pouvons-nous nous voir lundi? Elle a répondu à 7h02, lundi à 9h, apportez la serviette. Et tout ce que vous avez d'autre. Je me suis rendu à son bureau sur West Randolph 2 jours plus tard. J'avais avec moi la serviette, mon dossier médical. Mes factures médicales avec la preuve de l'erreur d'acheminement. La capture d'écran de l'article du Chicago Society Quarterly, la discussion par texto de Doniel. Et le nom du docteur Marcus Bellwether, dont je pariais qu'il possédait une transcription qu'il n'avait pas détruite. Meredith a ouvert la première chemise cartonnée. Elle a lu. Elle a ouvert la seconde. Elle a lu. Elle a levé les yeux, et a dit, les actions sont datées du 15 septembre. Le jour où je suis passé sur la table d'opération, ai-je précisé. Elle est restée silencieuse pendant un moment. Puis elle a dit. La transcription du comité d'éthique. Vous avez dit qu'il y avait une trace écrite. Je n'ai pas confirmé son existence, mais Delia Ferry m'a dit, de manière officieuse, qu'une enquête avait été enregistrée. Meredith a écrit quelque chose dans la marge de son bloc-notes. Je vais la réclamer par voie de citation à comparaître. Si le contenu correspond à ce que vous décrivez. Ce n'est pas juste une vilaine histoire de famille. C'est une potentielle ingérence délictuelle dans une procédure médicale. Et une preuve documentée d'une intention de causer la mort de votre père. Pour des raisons d'héritage. Elle a fait une pause. Comprenez-vous ce que vous êtes sur le point de faire? Je vais prendre ma place, ai-je répondu. Elle m'a regardé pendant un moment. Puis, elle a pris son téléphone, et a commencé à planifier les rendez-vous. La réunion d'urgence du conseil d'administration de Reed Medical Logistics a été convoquée. Pour le 16 décembre à 14h.
L'avis a été envoyé aux 7 membres du conseil, à l'avocat principal de l'entreprise. Un homme nommé Preston Ashby, qui avait 22 ans d'expérience en gouvernance d'entreprise. Ainsi qu'aux 3 plus grands investisseurs institutionnels de la société. L'avis provenait du bureau de l'actionnaire majoritaire. C'était moi. Je me suis habillé ce matin-là, comme si je me préparais pour le combat. Pas avec la robe verte du dépôt-vente. Mais avec mon uniforme de cérémonie de l'armée. Celui que je gardais dans des housses de pressing depuis ma dernière fonction officielle, repassé. Décoré, et arborant tout ce que j'avais gagné. Je ne l'ai pas fait pour le spectacle. Je l'ai fait parce qu'il m'appartenait, parce que je voulais entrer dans cette pièce. En portant les preuves de celle que j'étais. Je suis arrivé au bureau de Reed Medical, sur Michigan Avenue, à 13h53. Je n'ai pas frappé. Claire était assise en bout de table de conférence. Bien évidemment. Elle avait géré l'entreprise et la convalescence de mon père. Et avait apparemment fini par considérer cette place comme la sienne. Nathalie était à sa droite, dans un blazer crème. Qui s'accordait avec celui du reportage du magazine. 6 membres du conseil d'administration. Que je reconnaissais grâce aux cartes de vœux de l'entreprise, étaient disposés autour de la table. Avec l'immobilité prudente de ceux qui pressentent que quelque chose cloche. Mais ne l'ont pas encore identifié. Preston Ashby était à l'autre bout, avec 2 associés et une pile de dossiers. J'ai marché jusqu'au bout de la table, et j'ai laissé tomber un document devant Ashby. Sans ralentir le pas. Il a baissé les yeux. Son visage a changé. La micro-expression d'un avocat. Dont le cerveau est en train de réorganiser sa compréhension de la pièce. Monsieur Ashby, ai-je dit? Ceci est la transcription du comité d'éthique de l'hôpital Northwestern Memorial. Daté du 3 août de cette année. Je voudrais que vous lisiez à voix haute. Le paragraphe qui commence à la ligne 47. Olivia, c'était la voix de Claire, avec son registre de façade habituel, mais désormais tendu. Ce n'est pas. Monsieur Ashby, ai-je répété, sans même regarder ma mère. Ashby a lu. Sa voix était d'une platitude professionnelle. Le ton d'un homme qui a appris à présenter des informations sans faire de commentaires. Mais on ne peut pas lisser une voix à l'infini, lorsque les mots eux-mêmes font tout le travail. Il a lu le passage, où ma mère disait qu'une annulation signifierait la mort de mon père. Il a lu le passage où elle déclarait, alors c'est son destin. Il a lu la partie et ici, sa voix a marqué une très légère pause. Avant de continuer où elle disait. Je ne veux pas que cette fille revienne dans cette maison en héroïne. La pièce était plongée dans un silence absolu. Le genre de silence qui n'a rien de paisible, le genre qui possède un poids et une texture. L'un des membres du conseil, une femme nommée Ingrid Castellano-Birch. Qui était chez Reed Medical depuis le début. Et à qui mon père faisait confiance depuis des décennies, a émis un son. Pas un mot, juste un bruit. Le son de quelque chose qui vient de s'abattre. Le visage de Claire avait pris la couleur d'une vieille craie. Sa bouche était ouverte. Aucun son ne sortait. Je l'ai regardé. J'attendais ce moment depuis qu'une petite fille de 12 ans s'était retrouvée à un arrêt de bus. Avec une valise et aucune explication. Je l'avais attendue à travers 6 années de service militaire, une opération, une fièvre. Une pile de factures que je ne pouvais pas payer, et un toast porté à Thanksgiving, à la table 18. Dans le coin à côté de la cuisine. J'ai prononcé exactement 5 mots, lève-toi. C'est ma place. Elle n'a pas bougé. Je ne suis pas sûr qu'elle en était capable. Son cerveau était encore en train de faire les calculs. Ceux où elle était la partie lésée. Ceux où elle n'avait rien fait de mal. Ceux où le monde était organisé selon ses préférences, et où je n'étais qu'un élément perturbateur. Je me suis penché. J'ai approché ma bouche de son oreille. Et j'ai dit ce que j'avais préparé. Ce que j'avais écrit, révisé, et porté en moi, jusqu'à le connaître par cœur, même dans mon sommeil. Je lui ai dit que je savais, qu'elle avait essayé d'annuler l'opération. Que je savais, qu'elle aurait laissé mon père mourir. Que j'avais la transcription,
tout comme mon avocate, et tout comme l'équipe juridique de l'hôpital. Car Meredith s'était assurée que les documents de Bellwether soient formellement versés au dossier légal de l'hôpital, les rendant ainsi accessibles par voie de justice. Je lui ai dit que les actions majoritaires m'appartenaient, que la procuration m'appartenait, et que la moindre décision financière, qu'elle avait prise dans cette entreprise depuis septembre, était désormais soumise à mon approbation. Je lui ai dit que les documents fiscaux de l'initiative pour la santé rénale avaient été transmis à un jury comptable, et que le fait d'utiliser l'opération non remboursée d'un donneur familial comme base pour un programme de don d'entreprise, sans que le donneur ne le sache ou n'y consente, était quelque chose que le fisc trouvait particulièrement intéressant. Je lui ai dit encore une chose. La chose qui a fait s'effondrer son visage tout entier. Je lui ai dit que papa lui avait écrit une lettre, qu'il l'avait confiée à Meredith, sous enveloppe scellée, qu'il avait demandé à Meredith de ne l'ouvrir que s'il lui arrivait quelque chose, que je ne savais pas ce qu'elle contenait, mais que le simple fait de son existence, et le fait qu'il ait choisi de donner ses actions majoritaires, ainsi que sa procuration médicale à la fille qu'elle avait passé 19 ans à effacer, racontait déjà une histoire en soi. Je lui ai dit que je n'étais pas là pour la blesser, que la blesser n'avait jamais été le but. Je suis juste là, ai-je conclu, pour prendre ce qui m'appartient. Claire s'est levée. Sa chaise a raclé violemment le sol vers l'arrière. Elle a eu un regard, juste un instant, avant que son masque ne retombe en place. C'était le regard d'une femme, qui avait bâti toute l'estime d'elle-même sur des fondations qui venaient de s'effondrer sous ses pieds. Comme quelqu'un se tenant au milieu des ruines d'une chose qu'elle pensait avoir construite pour durer. Nathalie m'a regardé. Je l'ai regardée. Il y a eu un long moment, où aucune de nous n'a parlé. Puis, je me suis assise en bout de table, et j'ai ouvert l'ordre du jour que Meredith avait préparé. Et j'ai dit, commençons. 4 mois plus tard, en janvier, le conseil d'administration de Reed Medical a voté pour lancer un audit officiel de l'initiative pour la santé rénale. Les conclusions ont été transmises à la division de surveillance des organismes de bienfaisance du bureau du procureur général de l'Illinois. Le jury comptable, une femme nommée Carios, d'un cabinet de La Salle Street, a découvert que le don d'entreprise de 41 500 $ avait été structuré sans la divulgation officielle de la relation familiale préexistante entre la fondatrice de l'association caritative et le donneur. Et c'est un problème, à la fois selon les directives fiscales américaines sur les dons et selon la loi sur la gouvernance d'entreprise de l'Illinois. Aucune accusation criminelle n'a été portée, mais l'initiative a été dissoute, et les 83 000 $ qu'elle avait récoltés ont été redirigés vers le Fonds général de greffe du Northwestern. Nathalie a engagé un avocat. Son compte Instagram est devenu silencieux. Mon père est venu me voir à Rogers Park, un mardi de février. Il a conduit lui-même avec prudence, son médecin lui avait dit qu'il pouvait reconduire en janvier. A garé sa voiture dans la rue, comme une personne ordinaire, et a sonné à mon appartement. J'ai préparé du café. Nous nous sommes assis à la table de ma cuisine, qui est petite, et nous avons discuté pendant 3 heures. Il n'a pas demandé pardon, ce qui était intelligent, car je n'en étais pas encore là. Il a expliqué le mois de septembre. Il a raconté qu'après l'opération, allongé en salle de réveil, il avait eu beaucoup de temps pour réfléchir. Réfléchir au choix qu'il avait vu Claire faire pendant 20 ans. Et au choix qu'il avait lui-même fait, en gardant le silence. Il m'a dit qu'il avait consulté Meredith dans le cadre d'un accord privé, séparément de l'avocat de la famille. Il a dit que c'était la décision la plus importante qu'il ait prise depuis qu'il avait épousé la mauvaise femme. Je lui ai demandé pourquoi il avait attendu si longtemps. Il y a réfléchi et a répondu, j'espérais toujours que je n'aurais pas à le faire. Je comprenais cela bien plus que je ne l'aurais voulu. Le docteur Priya Subramaniam m'a envoyé un mot en janvier, ce à quoi je ne m'attendais pas. Elle avait entendu parler, par Delia Ferry, de la transcription du comité d'éthique et de ce qui en avait découlé.
Elle m'a dit qu'elle était heureuse, que j'ai obtenu ce qui m'était dû. Elle a ajouté, et j'ai apprécié cela, qu'elle espérait que ma guérison était complète. En parlant de la guérison physique. Bien qu'elle semblait comprendre, que ce mot pouvait avoir plus d'une application. La cicatrice de mon incision est argentée maintenant, plate et propre. Elle tire un peu, parfois, quand je reste assise trop longtemps. Un léger rappel que quelque chose m'a été retiré, pour être donné à quelqu'un d'autre. Ça ne me dérange pas. J'ai gagné des choses bien plus étranges. La fonction rénale de mon père, selon ses dernières analyses, est à 94%. Ce rein contient mon ADN. Il s'agit, au sens le plus littéral, d'une partie de moi. Vivant à l'intérieur d'un homme qui essaie, tardivement et imparfaitement, de la mériter. J'ai déménagé du studio de Rogers Park, en mars. J'ai trouvé un 3 pièces à Logan Square. Plus d'espace que ce dont j'ai besoin, mais je voulais des fenêtres. Je voulais de la lumière. Je voulais me réveiller dans une pièce qui était la mienne. De cette façon dont les choses peuvent vous appartenir. Quand vous vous êtes battu pour les obtenir, plutôt que d'en hériter. Mes factures médicales ont été intégralement payées en novembre. Grâce à un accord avec la compagnie d'assurance, que Meredith a négocié en 40 minutes environ. L'erreur administrative dans l'acheminement de la police avait été, comme elle l'a souligné à l'avocat de la partie adverse, curieusement arrangeante. La compagnie d'assurance n'était pas d'accord avec cette description. Et a réglé l'affaire immédiatement. J'ai toujours la serviette de cocktail. Elle est dans un cadre en verre, au-dessus de mon bureau. Pas par sentimentalisme, exactement. Mais parce que je veux me rappeler, que parfois, la chose qui vous sauve. Vous est tendue par quelqu'un d'accroupi sur le sol, caché sous une nappe. En espérant qu'il lui reste assez de temps, pour réparer ses erreurs. Réduit toute la maison en cendres, avait-il écrit. Je ne l'ai pas brûlée. J'ai simplement montré à tout le monde, ce qui était déjà en feu.